La nuit était calme, trop calme. Le genre de silence qu'on n'entend que dans les hôpitaux, quand tout le monde dort, sauf elle. Personne ne se doutait que derrière ces murs blancs, une infirmière faisait quelque chose d'impensable. Quelque chose de si silencieux, que même la mort semblait chuchoter pour ne pas se faire entendre. Je m'appelle Thomas, et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a presque 10 ans, dans un petit hôpital du nord de la France. À l'époque, j'étais interne en médecine, jeune, naïf, plein d'énergie. L'hôpital Saint-Clair était un endroit banal, murs ternes, odeur de désinfectant, bruit de chariot, patients qui toussent dans la nuit. Rien d'étrange. Mais tout a changé quand l'infirmière Claire Dumas est arrivée. Elle avait la quarantaine, les cheveux blonds toujours attachés, un visage calme, presque maternel. Tout le monde l'aimait dès les premiers jours. Elle parlait doucement, toujours avec un sourire rassurant, et pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de vide. Un calme anormal. Je me souviens de ma première garde avec elle. Il était 2 heures du matin. Un orage grondait dehors, et les lumières du couloir clignotaient à cause de la pluie. On faisait notre ronde, chambre après chambre. Elle notait tout méticuleusement sur sa tablette. Mais quand on est entré dans la chambre 312, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang. Le patient, un vieil homme diabétique, dormait profondément. Trop profondément. Claire s'est approchée, a vérifié sa perfusion, puis a regardé le moniteur. Tout semblait normal. Puis elle a doucement tourné le robinet du tube. 1 seconde, 2 secondes, et elle l'a refermé, comme si de rien ne accent aigu tes points. Je n'ai rien dit. Je pensais qu'elle ajustait la dose, que c'était une procédure habituelle. Mais en sortant, elle m'a regardé et m'a murmuré « Les nuits calmes sont les plus dangereuses, tu sais ?» Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Pas encore. Les semaines ont passé. Et puis, on a commencé à remarquer des choses étranges. Des patients qui allaient bien, mouraient soudainement pendant la nuit. Aucune alarme. Aucun signe de détresse. Juste, un cœur qui s'arrêtait. Toujours entre 2 heures et 3 heures du matin. Toujours dans le service de Claire. Les médecins parlaient de coïncidence. Les familles pleuraient, mais personne ne se posait trop de questions. C'est un hôpital, après tout. La mort y est normale. Mais moi, je commençais à sentir quelque chose de tordu. Un soir, j'ai croisé Claire dans la salle de repos. Elle était assise seule, une tasse de café à la main, les yeux fixés sur le mur. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a simplement répondu « Parfois, Thomas, les gens souffrent trop longtemps. Ce n'est pas humain de les laisser comme ça. » Puis elle a souri. Un sourire froid, sans aucune émotion. Et elle est partie. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Sa phrase tournait dans ma tête, « Ce n'est pas humain de les laisser comme ça. » Le lendemain matin, j'ai revu le docteur Morel, le chef du service. Je lui ai parlé de mes doutes, à demi-mot. Il a ri, secoué la tête, et m'a dit « Thomas, Claire est ici depuis 15 ans. Elle a plus d'expérience que toi et moi réunis. » Mais il se trompait. Ne te fais pas des films. Parce qu'une semaine plus tard, une jeune patiente de 20 ans, Camille, hospitalisée pour une infection bénigne, est morte dans son sommeil. Encore une fois, c'était Claire qui était de garde. J'ai commencé à surveiller discrètement. Je restais plus tard que prévu, je vérifiais les dossiers. Et j'ai remarqué un motif, chaque patient mort avait reçu une injection la veille. Une injection de confort, comme elle disait. Mais il n'y avait aucune trace officielle dans le registre. Une nuit, j'ai décidé de rester caché après ma garde. Je me suis enfermé dans le petit local à linge, à côté du couloir des chambres. J'avais une vue directe sur les portes. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on m'entende. Vers 2h15, Claire est apparue. Elle poussait son chariot de médicaments, comme d'habitude. Mais cette fois, elle ne s'est pas arrêtée dans toutes les chambres. Juste une. La 312. Encore. J'ai tendu l'oreille. J'entendais sa voix douce, chuchotant quelque chose au patient. Puis un petit bruit de seringue. Et enfin, le silence. Un silence lourd, épais. Quelques secondes plus tard, elle est sortie. Et avant de s'éloigner, elle a murmuré, presque pour elle-même, « Repose-toi. C'est fini maintenant. » Je n'oublierai jamais ce ton. Pas de cruauté. Pas de remords. Juste, de la paix. J'y suis resté caché encore 10 minutes, le souffle coupé. Puis j'ai entendu l'alarme du moniteur. Une ligne plate. Le patient était mort. Pourtant, aucune panique. Claire est revenue calmement, a vérifié le corps, a fermé les yeux du vieil homme, et a éteint le moniteur.
Comme si c'était prévu. Comme si elle l'avait déjà fait. Des dizaines de fois. Quand elle est sortie du couloir, j'ai enfin osé bouger. Je tremblais. J'avais envie de crier, de courir chercher de l'aide. Mais quelque chose m'en empêchait. Une peur viscérale. Pas seulement de ce que j'avais vu, mais de ce qu'elle pourrait faire, si elle savait que je savais point. C'est là que tout a vraiment commencé. Parce que cette nuit-là, je n'étais pas le seul à avoir remarqué Claire. Il y avait une caméra dans le couloir. Et le lendemain matin, la sécurité de l'hôpital est venue me voir. Ils avaient besoin de me parler. Le lendemain matin, je n'avais pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène. La seringue. Le silence. Et le visage calme de Claire, comme si la mort faisait simplement partie de sa routine. Vers 9 h, 2 agents de sécurité sont venus me chercher dans le couloir. Ils connaissaient mon nom. Ils savaient que j'étais en service la veille. Et sans m'expliquer grand-chose, ils m'ont conduit dans une petite salle de surveillance, au sous-sol. Là, un homme en costume m'attendait. Il s'est présenté comme le directeur adjoint de l'hôpital, Monsieur Lemoine. Sur la table, un ordinateur portable. Écran noir. Il m'a simplement dit, « Thomas, regarde ça. Et dis-moi ce que tu vois. » Il a appuyé sur lecture. La vidéo montrait le couloir du 3e étage, celui où je travaillais. Date, la nuit dernière. Je voyais Claire, son chariot, son allure calme, ses gestes précis. Tout comme moi, quelques heures plus tôt. Elle s'arrête devant la chambre 312. Entre. Et là, la caméra ne montre plus rien de l'intérieur. Seulement la porte, restée entr'ouverte. Mais après quelques minutes, on voit un mouvement d'ombre. Et soudain, la porte se referme doucement, toute seule. Puis plus rien pendant 5 minutes. Quand elle ressort enfin, elle regarde vers la caméra. Juste un bref instant. Et sourit. Un sourire étrange, comme si elle savait qu'on la regardait. J'ai senti un frisson me traverser tout le corps. Monsieur Lemoine a arrêté la vidéo et m'a fixé. « Tu étais de garde avec elle, non ?» J'ai hoché la tête. « Tu as remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Tout mon corps me criait de dire la vérité, mais ma bouche refusait de bouger. Alors j'ai simplement dit « non ». Rien de particulier. Il a soupiré, refermé l'ordinateur, puis ajouté « On a perdu 6 patients dans son service ce mois-ci. Tous entre 2 et 3 heures du matin. » Et à chaque fois, c'était elle. Je suis resté figé. 6 morts silencieuses. Et moi, je n'avais rien vu. Ou plutôt, je n'avais pas voulu voir. Monsieur Lemoine m'a regardé longtemps, puis il a dit doucement, « Si tu entends ou vois quelque chose d'étrange, tu viens me voir directement. » Pas un mot aux autres. Compris ? J'ai acquiescé. Et je suis parti, l'estomac noué, les mains tremblantes. Les jours suivants ont été un enfer. Chaque fois que je croisais Claire dans les couloirs, j'avais l'impression qu'elle lisait dans mes pensées. Ses yeux, c'était comme si elle savait que j'avais vu la vidéo. Elle ne disait rien, mais son sourire semblait différent. Plus forcé. Plus dangereux. Puis, un soir, elle m'a arrêté à la sortie du vestiaire. Sa voix était douce, mais ses mots glaciaux. « Tu restes tard ces temps-ci, Thomas. Tu travailles dur. Tu dors un peu, au moins ?» J'ai répondu vaguement, un rire nerveux dans la gorge. Et elle a ajouté, presque en murmurant, « Le sommeil, c'est important. Il y a des gens qui ne se réveillent jamais, tu sais ?» Je suis resté pétrifié. Elle m'a souri, a posé une main légère sur mon épaule, puis elle est partie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais découvrir ce qu'elle faisait vraiment. Pas pour l'hôpital. Pas pour Monsieur Lemoine. Mais pour moi. Parce que je ne supportais plus de ne pas savoir. J'ai réussi à emprunter discrètement une clé de sécurité au technicien de maintenance. Elle ouvrait toutes les salles du service, y compris la petite pièce au fond du couloir, le local des médicaments. C'était l'endroit où Claire passait beaucoup de temps, seule, entre 2 rondes. Vers minuit,
je suis entré discrètement dans le local. L'odeur de désinfectant était étouffante. Sur les étagères, des flacons, des seringues, des boîtes de calmants. Mais un détail m'a immédiatement frappé, une petite boîte grise, sans étiquette, rangée tout en haut, loin du regard. Je l'ai attrapée. À l'intérieur, plusieurs fioles transparentes remplies d'un liquide clair. Pas de nom. Pas de code barre. Juste une étiquette manuscrite, LS, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'étais sûr d'une chose, ces fioles n'étaient pas sur la liste officielle. J'ai pris une photo avec mon téléphone. Mais au moment où je le rangeais dans ma poche, j'ai entendu un bruit derrière moi et la porte venait de s'ouvrir. Lentement. Sans un mot. Claire était là. Elle m'a regardé, sans surprise, sans colère. Juste un regard neutre, calme. Comme si elle m'attendait. « Tu cherches quelque chose, Thomas ?» Ma gorge s'est serrée. Je n'ai rien trouvé à dire. Elle s'est avancée lentement, a posé la main sur la boîte, l'a remise à sa place. Puis elle a murmuré, « Il y a des choses que tu ne devrais pas voir. Certaines vérités font plus de mal que le mensonge. » Et sans me quitter des yeux, elle a ajouté, « Tu devrais rentrer dormir. Tu as besoin de repos. » Je suis sorti du local en tremblant. Je sentais son regard dans mon dos jusqu'à la fin du couloir. Je savais qu'elle avait compris que j'avais vu les fioles. Et je savais aussi qu'à partir de ce moment-là, je n'étais plus en sécurité. Le lendemain, j'ai voulu montrer la photo à Monsieur Lemoine. Mais quand j'ai allumé mon téléphone, l'image avait disparu. Le plus étrange, c'est que je ne me souvenais plus exactement de la manière dont les fioles étaient étiquetées. Comme si un détail important m'échappait déjà. Comme si la mémoire elle-même commençait à me trahir. Ce soir-là, j'ai décidé d'aller plus loin. S'il y avait des caméras dans le couloir, il devait y en avoir dans le local aussi. Je voulais récupérer les enregistrements, comprendre ce qu'elle faisait avec ses LS, mais je n'étais pas le seul à avoir eu cette idée. Parce qu'en arrivant dans la salle de surveillance, les fichiers de la semaine précédente avaient déjà disparu. Supprimés. Nettoyage complet. Devinez qui avait signé le registre des accès à cette heure-là? Claire Dumas. Je n'arrêtais pas d'y penser. Ces lettres. LS. Elles tournaient dans ma tête comme un écho sans fin. Je savais qu'elles signifiaient quelque chose. Mais quoi? Un produit chimique? Un code secret? Ou les initiales d'un nom? Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de chercher dans la base de données de l'hôpital. Aucune mention d'un médicament ou d'une substance portant ce nom. Rien dans les archives, rien dans les registres pharmaceutiques. C'était comme si ces fioles n'avaient jamais existé. Et pourtant, je les avais vues. Je les avais tenues dans mes mains. Je pouvais encore sentir le froid du verre contre ma peau. Les nuits suivantes, je n'arrivais plus à fermer l'œil. Je faisais sans cesse le même rêve. Je me voyais dans une chambre d'hôpital, seul, allongé sur un lit. Le bruit régulier du moniteur battait comme un cœur. Et puis, dans la pénombre, une silhouette s'approchait. Un visage familier, un sourire doux. Celui de Claire. Elle murmurait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Puis je sentais une piqûre dans mon bras. Et tout devenait noir. Je me réveillais chaque fois trempé de sueur, le cœur prêt à exploser. Un soir, en rentrant à l'hôpital pour une garde tardive, j'ai croisé Julien, un des techniciens de laboratoire. Un type discret, mais bavard quand il se sentait en confiance. Je lui ai demandé s'il connaissait une substance appelée LS. Il a haussé les épaules, puis son regard a changé. LS. T'es sûr de ce que t'as lu? J'ai confirmé. Il a hésité un moment, a regardé autour de lui, puis m'a dit à voix basse, « J'ai entendu un truc. Il y a quelques années, une infirmière aurait utilisé un mélange expérimental pour apaiser des patients en fin de vie. Un truc pas légal du tout. On l'appelait le sommeil lumineux. Les initiales? LS. Le sommeil lumineux. Le nom sonnait presque poétique. Mais derrière ces mots doux, je sentais quelque chose de monstrueux. Julien a continué, plus bas encore, on dit que ce produit. Il n'endort pas juste. Il arrête le cœur sans douleur. Comme si le corps décidait lui-même de s'éteindre. Et apparemment,
la formule a été détruite. Je n'ai pas répondu. Parce que si ce qu'il disait était vrai, alors Claire n'était pas seulement une infirmière malade. Elle était une tueuse méthodique. Une femme qui donnait la mort avec douceur. Je devais en avoir le cœur net. Alors, cette nuit-là, j'ai fait quelque chose d'insensé. Je suis retourné dans le local des médicaments. La boîte grise n'était plus là. Mais une autre avait pris sa place. Même taille. Même position. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y avait qu'une seule fiole. Et sur l'étiquette, 3 lettres, T et D. Mon propre nom. Thomas D. J'ai senti ma gorge se fermer. C'était impossible. Personne ne pouvait savoir que j'étais venu ici la première fois. Personne, sauf elle. J'ai reculé, pris une grande inspiration, et c'est là que je l'ai entendu. Un léger frottement, derrière moi. J'ai tourné la tête. Personne. Mais la porte du local venait de se refermer toute seule. Et la pièce était minuscule, sans fenêtre. J'ai senti la panique monter. J'ai essayé d'ouvrir. Verrouillé. Je frappais, j'appelais rien. Puis j'ai entendu une voix, de l'autre côté de la porte. Calme, posé. Tu n'aurais pas dû rester, Thomas. C'était clair. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à frapper, à crier. Mais au bout de quelques minutes, la porte s'est rouverte toute seule. Le couloir était vide. Plus de Claire. Rien. Je suis sorti en courant, le cœur prêt à éclater. Et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu que toutes les lumières du couloir clignotaient. Une, puis une autre, comme si quelque chose passait dessous. Je ne pouvais plus respirer. J'avais besoin d'air, de lumière, de quitter cet endroit. Mais en descendant les escaliers, j'ai entendu un bruit derrière moi. Un bruit de pas. Lent. Je me suis arrêté. Régulier. Et quand je me suis retourné, il n'y avait rien. Juste une ombre au bout du couloir. Une silhouette immobile, fine, presque élégante. Elle semblait me regarder. Je n'ai pas attendu. J'ai couru jusqu'au poste de sécurité, mais il était vide. Les moniteurs allumés diffusaient les images des caméras. Et sur l'un d'eux, je me suis vu, moi, courir dans le couloir. Mais derrière moi, à quelques mètres, il y avait Claire. Son visage tourné vers la caméra. Et son sourire. J'ai arraché la prise du moniteur, pris mes affaires et quitté l'hôpital cette nuit-là. Je ne pouvais plus rester là. J'ai dit que j'étais malade, que j'avais besoin de quelques jours de repos. Mais même chez moi, le cauchemar continuait. Chaque nuit, je rêvais d'elle. Debout au pied de mon lit. Son visage pâle, ses yeux vides, ses lèvres qui bougeaient sans un son. Et toujours cette même seringue dans sa main. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Monsieur Lemoine. Sa voix était tendue. Thomas. Claire a disparu. On ne sait pas où elle est. Mais il y a pire. On a retrouvé ton nom dans son dossier personnel. Tu peux venir tout de suite, s'il te plaît? Mon nom. Encore. J'ai hésité longtemps avant d'y aller. Mais ma curiosité a fini par l'emporter. Je suis revenu à Saint-Clair, le cœur battant, les mains moites. Le bâtiment semblait plus sombre que jamais. Et dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti une odeur étrange. Une odeur douce, presque sucrée. Comme celle d'un médicament ou d'un rêve. Dans le bureau de Lemoine, sur le bureau, un dossier épais m'attendait. Il contenait des notes manuscrites de Claire. Certaines pages portaient des dates, des noms de patients, et à côté, des initiales. Elle laisse mais à la fin du dossier, une dernière feuille. Pas de patient cette fois. Seulement une phrase, écrite d'une main ferme, le sommeil lumineux ne doit pas mourir avec moi. Thomas saura continuer. Je suis resté pétrifié. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi mon nom? Pourquoi moi? Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Sous la feuille, glissée à moitié, une petite enveloppe blanche. À l'intérieur, une fiole. Identique à celle que j'avais vue. Étiquette, T.D.ET en dessous, un mot griffonné, à utiliser seulement quand tu comprendras. J'ai fixé la fiole pendant de longues minutes.
Le liquide à l'intérieur était clair, presque beau. Sous la lumière du bureau, il semblait briller légèrement, comme s'il contenait quelque chose de vivant. Et cette étiquette. TED. Mon nom, encore et encore. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait choisi. Pourquoi moi, parmi tous les autres? Mais une chose était sûre, Claire voulait que je voie ça. Qu'elle soit en vie ou non, elle m'avait laissé un message. Je n'ai rien dit à Monsieur Lemoine. J'ai gardé la fiole dans ma poche, et je suis rentré chez moi. Sur le chemin, il pleuvait. Le genre de pluie lourde, qui colle au visage, comme si le ciel voulait te laver de quelque chose que tu n'as pas encore fait. Toute la nuit, je n'ai fait que fixer cette petite bouteille. Je savais que je ne pouvais pas la jeter. Je devais comprendre. Le lendemain, je suis allé voir Julien, le technicien de labo. Je lui ai dit que j'avais trouvé une substance étrange dans le bureau de Claire et que j'avais besoin de son aide pour l'analyser. Il a accepté sans poser de questions. On a travaillé en secret, tard dans la nuit, dans un vieux laboratoire du sous-sol. Sous la lumière blanche du néon, le liquide scintillait. Julien a prélevé quelques gouttes, les a placées sous un microscope. Quelques secondes plus tard, son visage a changé. « C'est pas possible !» Je me suis approché. « Qu'est-ce que tu vois ?» Il a hésité, puis a murmuré, « Ce truc, c'est pas un simple sédatif. Il contient des particules organiques, qui bougent encore. Des particules vivantes. Comme si le liquide lui-même respirait. » On a fait plusieurs tests. Chaque fois, les résultats étaient impossibles à expliquer. Le produit réagissait différemment selon la lumière, la température, même selon la présence d'une personne dans la pièce. Quand je m'approchais du tube, les particules s'agitaient. Quand Julien s'approchait, elles ralentissaient. C'était comme si la substance me reconnaissait. Julien m'a regardé, inquiet. « Thomas, ce truc, faut qu'on le signale. On ne sait pas ce que c'est. » Mais moi, je ne pouvais pas. Je sentais, au fond de moi, que c'était lié à Claire. À ce qu'elle voulait me transmettre. Alors j'ai pris la fiole, je l'ai remise dans ma poche, et je suis parti sans un mot. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle encore une fois. Je me tenais dans un couloir d'hôpital vide. Les murs étaient gris, sans porte, sans issue. Et au bout, il y avait Claire. Elle tenait la même fiole dans sa main. Ses lèvres bougeaient lentement, mais aucun son n'en sortait. Et soudain, j'ai compris ce qu'elle disait. Un mot. Un seul, écoute. Je me suis réveillé d'un coup. Et j'ai entendu quelque chose. Un murmure. Mais ce n'était pas une voix humaine. C'était comme si le liquide dans la fiole me parlait. À eu début, j'ai cru devenir fou. Je la posais sur ma table, et parfois, au milieu du silence, j'entendais un léger chuchotement. Pas des mots, non. Un son. Rassurant. Hypnotique. Comme un battement de cœur lointain. Plus je l'écoutais, plus j'avais l'impression de comprendre. Pas avec ma tête, mais avec quelque chose de plus profond. Quelque chose à l'intérieur de moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message anonyme. Une seule ligne: si tu veux savoir ce qu'est vraiment le sommeil lumineux, reviens à Saint-Clair cette nuit. Seul. Aucune signature. Mais je savais. C'était elle. Ou du moins, quelque chose d'elle. Je n'aurais jamais dû y aller. Mais j'y suis allé quand même. Le bâtiment était fermé depuis la disparition de Claire. Officiellement, le service avait été suspendu pour audit interne. Mais j'avais gardé ma carte d'accès. J'ai passé le lecteur. Un bip. La porte s'est ouverte. L'hôpital était vide. Pas un bruit. Les néons clignotaient, certains étaient complètement éteints. J'ai avancé lentement dans le couloir du 3e étage. Celui des morts silencieuses. À ma grande surprise, la chambre 312 était entr'ouverte. Je me suis arrêté devant. L'air à l'intérieur était glacial. J'ai poussé la porte. Le lit était fait. Vide. Mais sur la table de chevet, une photo. Une photo de moi. Prise il y a des mois, pendant ma première garde. Sous la photo, une note, écrite à la main: « Tu comprends maintenant, Thomas. Le sommeil lumineux n'est pas un poison. C'est une porte.
Une porte. Je ne comprenais pas. Puis, la fiole dans ma poche s'est mise à vibrer. Légèrement. Comme si quelque chose à l'intérieur s'éveillait. J'ai senti une chaleur étrange remonter dans ma main. Le liquide, à travers le verre, pulsait doucement, au rythme de mon cœur. Et dans ma tête, une voix. Claire. Claire, mais différente. Plus lointaine. Presque désincarnée. Ce n'est pas la mort, Thomas. C'est le passage. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. J'ai lâché la fiole, terrifié. Elle est tombée au sol et s'est brisée. Le liquide s'est répandu, brillant sur le carrelage comme une lueur vivante. Et cette lueur s'est mise à se déplacer. Lentement. Vers mes pieds. J'ai reculé, mais la lumière m'a touché. Et aussitôt, j'ai entendu des voix. Des dizaines, peut-être des centaines. Des voix de patients. Des cris, des prières, des murmures. Tout se mélangeait dans ma tête. Au milieu de ce chaos, une phrase claire, elle ne tuait pas. Elle les libérait. Je suis tombé à genoux. Les larmes aux yeux. Parce que je venais de comprendre. Claire n'était pas une meurtrière. Ou du moins, pas comme je l'avais cru. Elle croyait vraiment qu'elle offrait la paix. Que ce liquide était une passerelle entre la vie et quelque chose d'autre. Quand je suis sorti de la chambre 312, le couloir semblait différent. Les murs respiraient. Les lumières clignotaient au rythme de mon cœur. Et à chaque pas, j'entendais un murmure derrière moi. Pas de peur. Pas de menace. Juste un mot, répété encore et encore, continue. Je ne me souviens plus vraiment de la suite. Juste du bruit de mes pas résonnant dans ce couloir vide. Et de cette sensation étrange, comme si quelque chose marchait avec moi. L'air était lourd, électrique. Chaque respiration me brûlait la gorge, mais je ne pouvais plus faire demi-tour. Je suivais ce murmure. Cette voix douce, qui m'appelait par mon nom. Thomas. Viens. Le couloir menait vers l'aile condamnée de l'hôpital, celle qu'on appelait autrefois le secteur Saint-Clair. Personne n'y allait plus. Même les agents d'entretien refusaient d'y mettre les pieds. Mais la porte était grande et couverte de draps blancs. Des lits, des machines, des silhouettes figées sous la poussière. Et au fond de la pièce, un rideau. Derrière ce rideau, une lumière pâle. Je me suis approché, lentement. Et quand j'ai tiré le tissu, il y avait une autre pièce. Petite. Circulaire. Les murs tapissés de symboles étranges, gravés à même le béton. Et au centre, une grande table de métal. Sur cette table, 6 fioles identiques à celles de Claire. Chacune étiquetée d'initiales différentes, LSARC Monsieur FLJB. Et la dernière, T. est la mienne. J'ai senti ma gorge se nouer. C'était donc ici qu'elle préparait tout. Les doses, les expériences, les adieux. Mais cette pièce n'avait rien d'un laboratoire. C'était un sanctuaire. Un lieu de passage. Je me suis approché de ma fiole. Le liquide à l'intérieur était légèrement doré, presque chaud. Et cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai murmuré, Claire, si tu m'entends, montre-moi. La fiole s'est illuminée d'un coup, éclatante, presque aveuglante. Et tout s'est effondré. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans l'hôpital. Devant moi s'étendait une plaine immense, blanche, sans ciel, sans ombre. Un espace suspendu dans le néant. Et au loin, des silhouettes. Des dizaines, marchant lentement dans une même direction. Je me suis avancé. Le sol semblait liquide, mais je ne m'enfonçais pas. Et plus j'approchais, plus je reconnaissais des visages. Des patients. Ceux de Saint-Clair. Ceux qu'on croyait morts. Certains me souriaient. D'autres me regardaient sans expression. Et parmi eux, une femme. Claire. Elle s'est approchée de moi, vêtue d'une blouse immaculée. Ses yeux étaient calmes, presque lumineux. Tu vois maintenant, Thomas. Ce n'était jamais la fin. C'était le commencement. Je tremblais. Où sommes-nous? Là où tout s'arrête. Pour recommencer autrement.
Elle a tendu la main. Je l'ai prise, sans réfléchir. Et aussitôt, j'ai senti une chaleur m'envahir. Des images, des souvenirs, des voix. Tout se mélangeait. Les cris de douleur de l'hôpital, les rires des patients, leurs dernières paroles. Ils ne souffrent plus, m'a-t-elle dit. Je les ai aidés à traverser. Mais ils étaient seuls ici. J'avais besoin de toi pour ouvrir la porte complètement. J'ai voulu parler, protester, mais je n'ai pas pu. Parce qu'au loin, je voyais une porte. Une immense arche lumineuse, flottant dans l'air. Et derrière, un océan de lumière pure, mouvante, vivante. C'est ça, le sommeil lumineux, murmura Claire. Le passage vers la paix. Mais chaque passage a besoin d'un guide et d'un témoin. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu es le dernier. Soudain, la lumière autour de nous a commencé à s'intensifier. Les silhouettes s'avançaient vers la porte, une à une. Et à chaque passage, elles disparaissaient dans un souffle doux, comme si elles s'éteignaient sans douleur. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Claire, tu savais que ça te tuerait. Elle a souri. Mourir, c'est un mot que les vivants utilisent. Moi, j'ai simplement franchi la porte avant eux. Puis elle a ajouté, maintenant, c'est à toi de décider, refermer la porte ou la traverser. Tout s'est mis à trembler. Un bruit sourd, comme un battement de cœur gigantesque, résonnait dans l'air. Je voyais la lumière se fissurer, la réalité se replier sur elle-même. Et une partie de moi savait, si je restais ici trop longtemps, je ne reviendrai jamais. Thomas. Choisi. Je l'ai regardé une dernière fois. Ses yeux étaient pleins d'une tendresse infinie, mais aussi d'une douleur que je ne comprenais pas. Tu m'as montré la vérité, Claire. Mais je ne suis pas toi. Elle a hoché la tête, mais souviens-toi, la porte reste ouverte. Tout est redevenu noir. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongé sur le sol de la salle circulaire. La fiole était vide. Et sur la table, les autres fioles brillaient faiblement, comme des cœurs endormis. J'ai entendu des pas dans le couloir. Julien. Il m'a trouvé inconscient, le corps glacé. Les analyses diront plus tard qu'il n'y avait rien d'anormal dans le liquide. Juste de l'eau. De l'eau et une trace de lumière non identifiable. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais dormi comme avant. Parce que parfois, quand je ferme les yeux, je la revois. Elle, et tous les autres. De l'autre côté de la porte. Ils m'attendent. Toujours pointé au fond de la nuit, j'entends encore sa voix. Le sommeil lumineux t'attend, Thomas. Tu n'as qu'à écouter. Depuis cette nuit-là, personne n'a jamais rouvert la porte de l'aile Saint-Clair. Mais certains jurent entendre, dans le silence des couloirs, une voix douce murmurer. Le sommeil n'est qu'un passage. Étincelle fin.